Invité à droite, nous sommes avec Amine Blenissi, qu'on connaît parce qu'il traite de ces questions de l'immobilier dans différents formats, auteur du guide Réponse Immo, mais également animateur des pros de l'immo. Alors, nul mystère sur les thématiques qui l'intéressent. Nous sommes ce matin avec également un architecte parce qu'ils sont les maîtres d'œuvre des projets, parfois de construction, et on s'intéresse de plus en plus à l'autoconstruction au Maroc parce que, bon, il s'agit de personnaliser au possible. Alors, ce matin, je le disais, nous sommes avec Yessine Chaïb, qui est architecte. Je vous dis tout d'abord bonjour. Bonjour à Bonjour tous. madame, bonjour aux auditeurs et aux Non, auditrices. ce sont des circonstances particulières, quelquefois des circonstances atténuantes pour nos invités, parce que c'est vrai que d'aucuns sont un peu plus habitués que d'autres à la caféine, mais il s'agit essentiellement de renseigner les thématiques que nous programmons au jour le jour, même parfois longtemps à l'avance. Et ce matin, nous nous intéressons à l'autoconstruction. Alors, je vais commencer par le commencement, et il s'agit, je le disais, de poser les bonnes questions, et vous pouvez participer à cet échange en posant les vôtres, celles qui vous intéressent, si vous le souhaitez. Nous allons rester à l'antenne jusqu'à 11h30 et vous pouvez intervenir au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors, des fois, quand on est, disons, intéressé à l'idée de construire, bon, à titre d'investissement ou quelquefois à titre simplement d'autoconstruction pour soi-même, parce qu'on souhaite avoir effectivement la main de bout en bout. On n'est pas un professionnel de ces matières-là. Il y a la matière fiscale, il y a la matière de négociation des terrains, mais lorsque on souhaite construire, ben, encore faut-il être bien renseigné sur les coûts, sur la faisabilité, sur les terrains. Et en ce sens, on peut, en l'occurrence, si on ne prévoit pas certaines choses, être confronté à quelquefois des surprises parfois, parfois très désavantageuses. Et de ce point de vue, quel est l'intérêt de consulter, de demander, d'engager les discussions quelquefois bien en amont avec le professionnel qu'est l'architecte? Yassine Chaïb. Alors, le premier rendez-vous, c'est toujours important pour la suite du processus du projet. Donc, on a résumé ça dans 5 questions Ah, que le client ou le maître d'ouvrage pourra poser ça à l'architecte pour éviter, on va dire, tout problème ou tout malentendu qui peut arriver par la suite. Et donc ça va nous aider, même nous en tant qu'architectes, à faciliter cet échange et le processus du projet. oui, bon, on est au niveau de la conception. Bon, on peut avoir des désirs, mais on peut en changer au fur et à mesure. Alors, quel est le moment opportun? On a la volonté de construire, ou peut-être d'autoconstruire pour soi-même, mais quel est le moment opportun auquel il faudrait associer ces vues de l'architecte? Parce que on n'est pas spécialiste, on ne peut pas avoir un avis spécifique, précis sur ce qui est possible de faire sur tel ou tel terrain, sur les coûts supplémentaires et ainsi de suite. Amine Belensi. Merci Bad pour ton introduction, merci Yassine également. Alors effectivement, d'abord je voudrais juste donner deux chiffres par rapport à l'autoconstruction au Maroc pour dire que ça n'est pas un épiphénomène, c'est une vraie tendance aujourd'hui, c'est une vraie forme d'acquisition, une vraie forme d'accès à la propriété. Un chiffre, 48% des Marocains ont recours à l'autoconstruction Ah, et mais ce chiffre monte à 90% dans le monde rural. Ça veut dire que on est face à un vrai choix donc presque la moitié des propriétaires, quand parce que le ils monde le rural, deviennent, oui, le- oui, le deviennent via via l'autoconstruction, l'autoconstruction. parce qu'en fait dans le monde rural, ce qui impacte ce chiffre, c'est le monde rural où c'est 90%, Exact. où les gens construisent eux-mêmes. Alors quand on parle de construire soi-même, effectivement, on doit se dire et s'interroger qu'est-ce qu'il y a derrière ce soi-même. Est-ce que d'abord construire, c'est une responsabilité énorme. On ne construit pas n'importe comment. Et je rappelle d'ailleurs à ce titre que quand on opte pour l'autoconstruction, il y a c'est plusieurs parcours. Il y a un parcours, bien entendu, administratif. Il y a un parcours, bien sûr, architectural, les plans, etc. Il y a le parcours de la construction, des travaux de construction. Et bien sûr, il y a un parcours qui est celui du financement. Ah oui. Combien ça va coûter?
Alors, vous avez dans ces différents parcours Différentes expertises. différentes expertises, mais également, il y en a qui vont le faire un peu plus pour côté financement, parce que vous l'avez dit au début, ils souhaitent soit faire des économies, soit plus pour le parcours architectural, pour contrôler à 100% quelque chose où ils veulent habiter et la faire selon leur goût à 100%, parce que quand on achète du prêt à habiter, c'est pas comme du sur-mesure. Oui, D'accord. Bien sûr. C'est comme un costume. Donc, il vous plaît à 95%, vous l'achetez. oui. Mais là, les gens veulent faire du 100%, donc ils choisissent tout. Euh, les dimensions, tout ce qui est finition, les coloris, etc. Et ça, c'est des éléments qui ne laissent pas indifférents les Marocains. Eh ben, bien entendu. Et Les chiffres aujourd'hui le démontrent, ce que le tu démontrent. viens de dire, Voilà. effectivement, est éloquent. Voilà. Si on dit- Et le grand, je dirais, qui impacte énormément ce phénomène d'autoconstruction, qu'on retrouve plus, j'ai dit 90% dans le monde rural. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez me dire que dans les grandes agglomérations, les gens n'ont ni le temps, ni la possibilité, ni matériel d'aller construire, etc., à moins de vraiment déléguer ça de bout en bout à des solutions, à des professionnels. à des professionnels. Oui, Et ensuite, une fois que c'est prêt, on vous dit venez venez y habiter. venez y Mais encore faut-il avoir la main sur, effectivement, cette personnalisation, à quoi ça va ressembler, disons, au bout du bout, parce que parfois on a des demandes spécifiques et je pense que c'est tout l'intérêt. Mais on va commencer par le commencement, parce que la question financière est éminemment importante, Mais c'est-à-dire... elle n'est pas la première. Elle n'est pas la première, souvent, parce que c'est un état d'esprit. Quand on veut avoir la main, c'est souvent qu'on essaye d'avoir le contrôle. On aime avoir le contrôle sur, effectivement, Aussi- le lieu dans lequel on va habiter. Et aussi le côté qualité. C'est-à-dire, les gens te disent, moi, je préfère construire moi-même parce que je sais exactement ce qu'il y a derrière chaque mur, Ouais. ce qu'il y a derrière chaque cloison, Oui. dans les planchers, la plomberie, la menuiserie, tout ça. Mais moi, oui. je sais ce que j'ai acheté, je C'est du sais ce que j'ai. sur-mesure. Exactement. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Ouais. Mais quand on achète un costume sur mesure, ça coûte plus cher. Mais ce n'est pas nécessairement le cas pour ce qui est de l'autoconstruction. Tout à fait. Et de ce point de vue, je voudrais qu'on commence par la question financière, parce que c'est souvent le frein qui fait qu'on envisage ou non la possibilité d'autoconstruire. Alors de ce point de vue, les professionnels et ceux qui sont des observateurs au jour le jour du monde de l'immobilier, effectivement, peuvent nous renseigner. Et si on souhaite se lancer dans ce type de projet, est-ce que, toute chose égale par ailleurs, le prix est inférieur à si on décide d'acheter un produit fini Il y a déjà, Yes, vous avez raison sur le côté financier, c'est très important, mais il y a aussi la faisabilité du projet. Est-ce que mon projet pourra voir le jour un jour? Donc, dès que le projet est faisable, déjà, pour moi, c'est la première question à poser. Quels sont les critères de faisabilité? La faisabilité, déjà, l'emplacement du terrain donc, sur lequel on va effectuer un projet. Le programme aussi qu'on a pour ce projet. Est-ce que, par exemple, je vous donne un exemple, on a un lot économique de 80 mètres carrés. On voudrait mettre des appartements de 3 chambres, un salon, une cuisine. Forcément, le programme, il ne rentre pas parce qu'il y a des normes à respecter. Donc ça, Oui. la faisabilité, elle n'y est pas. Donc, Par rapport effectivement À la nature du terrain, aux dimensions, aux dimensions, aux dimensions des... voilà. et même ce qui est autorisé Oui. légalement. C'est exactement ça. Parce qu'en fin de compte, il nous faut une autorisation pour construire. Donc, pour autoriser, il faut respecter les normes en vigueur. Oui. Donc, une fois on passe la question de la faisabilité du projet, c'est là où on pourra parler de l'estimation. Est-ce que j'ai un budget? Est-ce que mon budget va me suffire pour construire pour mon projet, quoi. Donc dans ce cas-là, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. C'est que déjà, comme je vous ai dit, l'emplacement du terrain, qu'est-ce qu'on veut construire Qu'est-ce déjà, qu'on peut? et qu'est-ce qu'on peut construire, c'est ça. Donc par exemple, parce que les prix par exemple des mètres carrés, ça varie entre
le monde périurbain, le monde urbain, Et le monde agricole. rural. Voilà, Mm. exactement. Oui. Donc ça dépend. Donc ça dépend, mais je le disais, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire pour un bien qui serait sur le marché et effectivement celui que je pourrais construire, qui pourrait avoir les mêmes caractéristiques, est-ce que ça me coûterait plus cher? Parce que c'est vrai que si j'achète un produit fini, bah, je gagne du temps et qu'il correspond à mes désirs. Mais si je construis, ça va me prendre du temps. Donc, est-ce que c'est plus intéressant de ce point de vue d'investir de l'énergie et du temps? On va y venir après qu'on ait donné la parole, parce que nos auditeurs patients depuis quelques instants, il nous appelle d'Agadir ce matin. Si Ahmed est avec nous au bout du fil, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à vous et je vous remercie pour cette émission Ah, c'est nous qui vous remercions. de qualité comme vous avez l'habitude. Ah, ça Alors, va nous donner la pêche juste- encore une fois Oui. pour les jours suivants. Si Ahmed, on est à votre écoute. Alors, juste une question. Donc, comme vous l'avez bien souligné, moi j'ai un petit projet donc sur lequel je suis actuellement. Donc, il n'a pas encore commencé. Mhm. On est en phase plan. Oui. Ça sera bientôt terminé donc avec les autorisations. Alors, quand on parle autoconstruction, est-ce que c'est lorsque, par exemple, je choisis un entrepreneur qui se charge de tout, on est toujours dans l'autoconstruction? Ou bien est-ce que quand c'est moi, par exemple, qui se charge de l'achat de tout ce qui rentre dedans Oui. Ah, et, ça, et lui, c'est une question très intéressante parce qu'il y a des nuances dans les façons de. oui. Oui, il y a des nuances. Mais je vous laisse peut-être terminer votre intervention. Je ne sais pas si vous Ça, aviez c'est ma d'autres choses. première question, mais Oui. la deuxième, j'ai entendu parler d'une assurance de chantier. Ah, Assurance de chantier. la taux. Est-ce Ouais, qu'il y a de une risque, obligation risque chantier. légale pour l'avoir, pour faire donc cette assurance, et combien ça coûte? Moi, j'ai une surface totale construite de 282 mètres carrés. Mhm. On n'est pas obligé. C'est un petit projet. Est-ce que j'ai l'obligation d'avoir une assurance chantier de mon côté ou c'est l'entrepreneur qui s'en charge et combien il vaut? Ah, ça, c'est très intéressant parce que quand vous déléguez à un entrepreneur, est-ce que, in fine, s'il y a un accident durant les travaux, est-ce que c'est vous, initiateur, ou c'est l'entreprise Oui, qui. quelle est ma Ouais, responsabilité? ouais. Quelle est la responsabilité? Est-ce qu'il y a cette obligation? Alors, peut-être les. Bon, déjà, vous êtes en dessous du seuil qui vous oblige, c'est-à-dire 300 mètres carrés. Donc, vous êtes Pour à l'assurance. pour l'assurance, oui. Mm. Mais moi, je dirais que même si ce n'est pas obligatoire légalement, parce que vous êtes en dessous du seuil, je vous encourage à y souscrire, parce qu'une assurance, c'est toujours Oui. quelque chose qui est là pour vous. C'est un plus. C'est un plus, mais ça peut vraiment vous éviter peut-être des mauvaises surprises. Par rapport à l'autoconstruction, quand on parle d'autoconstruction, bien évidemment, c'est pas construire soi-même avec ses mains. Et d'ailleurs, il faut jamais le faire parce qu'à chacun son métier. Bien que des fois, on assiste peut-être un peu plus dans le monde rural, à des gens qui s'improvisent maçons, plombiers, etc. Et d'où des catastrophes parce que l'électricité, la plomberie, c'est des métiers à part et même la maçonnerie. Donc, il ne faut pas faire les choses soi-même. Bien au contraire, il faut déléguer ça à des entreprises. Et lorsque... Non, je vous dis ça juste parce que moi j'ai eu une petite expérience dans ce domaine. On a le choix entre deux cas de cas. Soit on a un entrepreneur qui va vous dire, moi, je vais vous apporter mon savoir-faire. Et je m'arrête là. Et c'est à vous d'acheter donc tout ce qui est ciment, tout ce qui est matière première. Oui. Voilà, toute la matière première qui rentre dedans. Et puis, vous avez quelqu'un d'autre qui va vous dire, non, moi, je vais vous prendre le projet. Vous me donnez donc les plans du bureau d'études du génie civil, parce qu'ici à Agadir, nous, on a l'obligation d'avoir, donc, après les plans d'archi, on passe au plan du bureau d'études, parce qu'on est dans une région sismique. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les autres régions du Maroc. Et puis, par un autre bureau de contrôle. Donc, on a l'obligation d'avoir ces trois choses. Et l'architecte, le plan d'architecte, le maître d'ouvrage, et les plans du bureau d'études, du génie civil, et le bureau de contrôle. D'accord. Qui va suivre donc le chantier.
Mais Et, généralement, on a donc ces deux cas. Soit que l'entrepreneur va vous dire, moi, je m'occupe que du travail. Donc, on va, en fonction donc, du plan que vous me donnez, donc je vais voir le nombre de mètres cubes de béton. Donc, Mm. et on va se dire donc tant de dirhams pour mètre cube par mètre cube. Pour l'enduit, donc ça va faire non de, enfin, un certain prix pour le mètre carré, etc., etc. Soit donc il va vous dire, moi je vais me charger de de l'ensemble. tout. Oui. Mm. Et la question, si j'entends bien, c'est, bon, quand ce n'est pas notre métier, comment s'orienter pour choisir entre l'option 1 et l'option 2? Exact. Oui, Yassine Chaïb. oui, Alors, si Ahmed, pour négocier avec l'entreprise, là, en fait, je comprends très bien. Donc, soit vous achetez la matière première et vous négociez la main-d'œuvre, soit vous négociez l'ensemble de la construction. Là, on exact. parle par exemple que des grosses œuvres. Mm. Donc, Oui, bien sûr que ça va coûter un peu moins cher si vous achetez la matière première et vous négociez que la main-d'œuvre. Mm. Mais par contre, vous devez être responsable de présent. votre choix. Parce que quand vous vous occupez de l'achat de la matière première, le chantier, enfin, si un jour, imaginons, vous n'êtes pas disponible, vous ne pouvez pas acheter ce qu'il en faut pour le chantier il sera en arrêt. Donc Tout à fait. ça va C'est ça, il faut retarder. avoir du temps pour s'impliquer dans ce... Exactement. Oui, Il faut mais s'impliquer. financièrement, est-ce que c'est plus intéressant? C'est plus intéressant, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher Ouais. de ce point de vue. Parce... Mais Oui. il faut assumer son choix par la C'est-à-dire suite. être prêt, effectivement, Et alors, à être plus présent. Oui, ça coûte moins cher peut-être financièrement, mais il n'y a pas que le volet et financier. bien, Il bien y a aussi entendu. le côté temps que vous allez y allouer, les tracas, le risque de se tromper en achetant les Ouais, matériaux, etc. ouais, Mm. Donc moi, je pense que je plaide toujours pour la professionnalisation dans l'acte de bâtir. Parce que bâtir, c'est pas anodin, Ah ça oui. implique des responsabilités énormes. Des fois, il y a des catastrophes, on les connaît, des immeubles qui ouais. s'effondrent parce qu'il y a eu telle ou telle Oui. malfaçon. Des fois, il y a des gens qui commencent justement à faire un peu tout et n'importe quoi une fois qu'ils habitent. Donc, vraiment, c'est pas quelque chose de prendre à la légère. À chacun son métier, à chacun sa Donc responsabilité. là, ce que j'entends, il y a pas mal d'auditeurs qui souhaitent intervenir. On a enjambé la respiration musicale, mais la question était très intéressante parce que c'est du concret. Il y a Tout à différentes fait. façons de s'engager dans l'autoconstruction. Il y en a qui vont discuter simplement quand c'est extrêmement basique dans le monde rural à des maçons. Et effectivement, c'est extrêmement rudimentaire parce que bon, il n'y a pas d'étage, c'est des fois interdit. Ça dépend des zones et ça dépend des superficies. D'autres fois, ce sont des choses très, très complexes et en ce sens, alors, c'est d'autres prix, c'est d'autres coûts, c'est d'autres achats en volume de matières premières. Et en ce sens, on va essayer d'éclairer disons les différents cas de figure. Ce sera après le flash d'information parce que Karim Droné nous a rejoint. Et si Ahmed, si vous souhaitez bon, poser d'autres questions, nous serons toujours à l'écoute. On a encore 1 heure d'émission à consacrer à notre thématique avec nos deux invités. Mais on va céder la parole à Karim Droné qui nous présente les informations en langue française. À dans quelques instants.
Père sur Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Alors, on vient de m'indiquer à la régie qu'il est un certain nombre d'auditeurs qui souhaitent prendre la parole et certains effectivement sont engagés. Ou c'est le moment du choix entre les différentes façons de faire l'autoconstruction et c'est quelquefois le frein. On a la volonté de personnes toutes. Bon, il y a un compromis à faire. Il y a des biens qui sont produits par des professionnels. On les appelle qui, somme toute, peuvent correspondre à nos critères. Mais financièrement, de s'engager dans le choix du terrain, dans la construction de telle ou telle façon, est-ce que c'est intéressant financièrement? Intéressant financièrement. S'il fallait donner peut-être une appréciation par rapport à cet aspect-là de financement. Bien sûr, normalement, comme on a dit tout à l'heure, c'est du sur-mesure. Ça pourrait coûter moins cher, comme ça pourrait coûter plus cher que de l'acheter fini. Donc là, ça dépend. C'est juste qu'il faut faire une estimation provisoire et après une estimation définitive du projet. Et donc ça rentre effectivement dans la faisabilité du projet aussi. Oui. Mais c'est le rôle aussi d'un architecte et en se basant aussi sur le devis, qu'on pourra savoir si je peux construire ou pas. Et donc l'architecte nous donne... bon, l'architecte, c'est effectivement... C'est très important. Amine Malinissi. Si vous permettez, parce que là, on parle d'un point qui est essentiel quant au projet et la définition du projet. Alors, la faisabilité, il y a plusieurs types de faisabilité. La faisabilité d'abord administrative, juridique. Est-ce que je peux construire ce que je veux selon le projet que j'ai en tête? Est-ce que c'est permis selon les lois de l'urbanisme? Oui. Je ne vais pas construire 1000 mètres Oui. carrés dans un hectare. Ou alors, rarement, j'aurais la possibilité de faire ça. Ou comme tout à l'heure a dit Yassine, j'ai un lot de 80 mètres carrés. Et en fait, j'ai plusieurs enfants. Je vais mettre 5 étages. Chacun aura. C'est pas permis. Peut-être que c'est que 2. Donc voilà. Après, il y a aussi en termes de coût. Le coût, ce qui va aider, je dirais, quelqu'un qui a un projet, c'est l'architecte parce qu'il va vous aider à cerner un petit peu vos besoins et même peut-être parfois les cadrer. C'est-à-dire que, attention, c'est de mesurer par rapport à ce que vous pouvez faire. Vous avez un budget de combien? J'ai un budget de temps, mais ce que vous voulez ne correspond pas à votre budget. Et quand vous allez faire vos devis, vous allez, entre guillemets, recevoir des devis de professionnels de la construction, vous pouvez poser la question à l'architecte pour savoir effectivement si on est dans la bonne fourchette, entre guillemets. Alors, je sais que les auditeurs souhaitent intervenir, je vais immédiatement leur donner la parole. Il y a 2 auditeurs de Casablanca, Si Mohamed et un deuxième Si Mohamed qui est avec nous au bout du fil. Alors, on va donner la parole à Si Mohamed qui est avec nous à l'instant même. Si vous avez des questions, des avis ou des témoignages, bonjour à vous. Oui, bonjour à vous, Ramadan Karim. À vous aussi. Donc, je viens d'acheter un terrain à la campagne et j'aimerais bien savoir, est-ce qu'au Maroc, c'est obligatoire de faire ce qu'on appelle les études d'ingénierie géotechnique, les G1, G2, au moins? Alors les études géotechniques, c'est toujours intéressant de les faire. Comme ça, on aura une idée sur la nature du sol et là où vous allez construire. Et pourquoi ce serait intéressant de le faire si ce n'est pas obligatoire? Ce serait toujours intéressant de le faire pour la suite. Après, même nous, les architectes, ça nous aide, par exemple, à faire un sous-sol ou pas, ou implanter le projet, comment l'implanter. Si, par exemple, imaginons on a le droit de faire un R+1, un rez-de-chaussée plus un étage, et que le sol, imaginons qu'il ne le permet pas. Donc ça va nous aider. Donc tout ce qui est PV et études, on va dire, préliminaires, ça nous aide énormément. Oui, et en ce sens, si on veut aller au-delà, par rapport à la question du prix, ça va effectivement peut-être être... Ça coûte pas tant que cher non, que ça. Pas les prix de l'étude, mais si je souhaite construire un étage, le fait de savoir la nature du sol peut nous aider à cerner plus précisément peut-être. Et même pour après, pour le bureau d'études, pour les plans béton armé, le plan béton armé, il se base aussi sur la nature du sol. Est-ce on est sur un sol qui est rocheux? Est-ce que
Est-ce qu'on aura besoin plus de faire des fondations plus profondes, moins profondes? Il y a beaucoup de critères Extrêmement important. Ouais, extrêmement D'accord. importants. Donc je crois que ça répond à votre question. Est-ce que vous en avez d'autres, Si Mohamed? Non, ça va, merci beaucoup et bonne journée à tous. Ah bah c'est vrai que Bonne des journée à fois vous aussi. c'est du pratique parce que nos thématiques peuvent rentrer en phase avec la réalité vécue. Avec les Ah préoccupations bah, les des uns et des préoccupations de autres. ceux qui sont déjà lancés effectivement dans ce type de projet d'autoconstruction. On a enjambé la respiration musicale et on n'a pas encore approfondi la réflexion sur cette question du financement qui va intéresser beaucoup de ceux qui hésitent, entre guillemets, à se lancer dans ce type de projet. Mais on va faire circuler la parole parce que c'est plus difficile, ou en tout cas plus désagréable d'attendre au bout du fil. Alors si Mohamed est avec nous également de Casablanca, c'est un autre, je le précise à ceux qui nous écoutent. On vous cède la parole à nouveau. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Bonjour, je vous Sophie. souhaite Ramadan Karim Merci. et Merci je à vous vous remercie également. pour cette émission. Mhm. Alors, moi, j'ai une petite question par rapport à un cas. Donc, on habite un immeuble qui est bien construit avec une architecture qui est très très bien faite. Oui. Donc, on achète en fait le rez-de-chaussée qui est bien ensoleillé, qui contient 2 cours et plusieurs chambres. Alors, parmi les 2 chambres, il y a en dessus des terrasses des voisins. Donc, un voisin construit en fait une cuisine d'une manière illégale et l'autre personne commence à faire des modifications qui modifient en fait le plan initial de l'architecte. Oui. Dans ce cas, on ne sait pas c'est quoi. Ce qu'ils ont fait, on sait qu'il n'est pas légal. Mais qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas, surtout quand on commence à recevoir en fait et à sentir des dégâts énormes, surtout par exemple l'apparition des fissures, de l'eau qui vient de partout, et on sait pas c'est à qui la responsabilité dans ce cas de figure. Ah bah il y a eu un malheureux accident de travaux au niveau du rez-de-chaussée ici même à Casablanca. Alors bon, et un immeuble s'est effondré et en conséquence, bon, il y a parfois de malheureuses conséquences effectivement à ce qui est fait de façon en dehors des clous entre guillemets. Alors Ouais, exact. Yassine Chaïb. Alors, si Mohamed, vous avez dit bien que c'est une construction illégale. Donc, c'est déjà illégal, donc il n'y a pas d'autorisation de construire. Ce qui fait que déjà la responsabilité de tous les intervenants, elle n'y est pas. Donc là, normalement, tout ce qui est modification, on a le droit de faire des modifications. Mais par contre, il faut respecter tout le temps. Dans ce cas-là, c'est une habitation, on va dire, dans un immeuble, donc il y a le syndicat. Donc, il faut voir avec le syndic. Et après, Les travaux du dimanche matin. Bon, c'est pas facile du tout, c'est oui, insupportable. oui. Si C'est vous, mal initié. si vous Alors, permettez. Oui. en fait, nous avons en fait entamé une procédure d'information. Mhm. On a écrit une lettre au syndic de l'immeuble. On a déposé en fait une lettre chez la commune et notre lettre en fait chez le Qaïd, comment dirais-je. Mhm. Et malheureusement, les choses continuent. Et moi, j'ai en fait peur que cet immeuble soit effondré au-dessous de nous. Hein. Alors, Donc, je ne sais pas c'est quoi la procédure à suivre. moi je Et vous. surtout, si vous permettez, en fait, l'architecte a fait un très beau travail. Mhm. C'est que on reçoit du soleil, on reçoit de la lumière, mais par la suite, il n'y a ni soleil, ni lumière, ni rien Wow. du tout. Ah bah, C'est bien dommage. Hein. vous êtes. Alors, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que vous allez faire appel à un expert assermenté en matière de construction et qui va vous dresser un PV de tout ce qui a été fait de façon, on va dire que vous avez dit, qualifié d'illégal, Oui. avec photo, avec un PV détaillé de tout ce qui est visible déjà. Les J'ai fissures. fait déjà appel à l'huissier de justice qui est venu, en fait. Alors, au l'huissier moment de la justice, construction. c'est Ouais, pas c'est un un constat. expert en construction. C'est-à-dire, il faudrait que quelqu'un dresse un PV qui soit extrêmement bien détaillé par rapport à ce qui a été fait. Et avec ce document-là, il est opposable. Vous pouvez aller en justice, vous pouvez l'envoyer aux autorités, au cahier, D'accord. pour alerter que c'est quelque chose de grave et qui a été constaté par un professionnel. Pas un huissier de D'accord. justice. Un huissier de justice, il a sa fonction, mais il n'est pas là pour reconnaître qu'il y a tel et tel risque sur la bâtisse. Voilà, ne prenez pas ça à la légère parce qu'effectivement, ce genre de construction comme ça illégale, c'est quelque chose d'assez courant.
Et des fois, malheureusement, ça peut occasionner des dégâts très, très graves et des effondrements même. Donc, bon, peut-être commencer par ce regard-là. Et de toute façon, si vous avez ce PV et que bon, il y a matière à contestation juridique, il vous sera utile si effectivement vous avez recours à la voie judiciaire pour stopper. Parce que si les autorités locales regardent ailleurs, il n'est pas d'autre voie ou d'autre solution que de porter l'affaire en justice. Alors, on va prendre le temps de la respiration musicale et on s'est dérobé à cette obligation-là parce qu'il y a des auditeurs qui souhaitent prendre la parole et ils sont un certain nombre et on va continuer à leur donner la parole après l'instant musique. Ceux qui souhaitent également intervenir, nous allons rester à l'antenne jusqu'à 11h30 et vous pourrez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Et ce matin, nous sommes avec deux invités que je présente à nouveau. Nous sommes avec Amine Moulazi, qui est auteur du guide Réponse IMO, qui anime une émission filmée qui traite beaucoup de sujets relatifs à l'immobilier. Alors, c'est les pros de l'IMO. Je vous invite à regarder. Nous sommes avec également un architecte. C'est son quotidien. Il y a différents projets, il y a des besoins spécifiques. Il y a également cette question du prix, du coût, sur lequel il peut nous renseigner. Et puis, il y a le coût également de tout ce qui est à côté, parce qu'on sollicite beaucoup d'expertise. Les entreprises qui construisent, quand on a effectivement des études, des plans, et effectivement, ça a aussi un coût. Et je crois qu'on n'a pas été exhaustif sur cet aspect-là. On va y revenir après qu'on ait donné la parole à Si Ahmed,
qui nous appelle de Casablanca et qui est avec nous à l'antenne, d'après ce qu'on m'indique à la régie. Bonjour à vous. Bonjour, c'est Badr, ça va, vous allez bien? Ça va très très bien. Et vous, comment allez-vous aussi, Ahmed? Ça va très bien, un grand bonjour à vos invités. Bonjour, c'est Ahmed. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai une question pour monsieur l'architecte. Alors, il y a une loi, je ne suis pas sûr, mais il y a une loi qui a été décrétée récemment dans le cadre d'une régularisation et d'une modification donc d'une construction qui a été faite depuis quelque temps. Et alors, moi, ma question, parce que j'ai entendu dire que dans le cas de la procédure de la régularisation, de la modification, eh bien, il y a une exonération d'office comment dirais-je, donc du fameux permis d'habiter et de la taxe de contribution. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? D'accord. Alors, c'est Ahmed, effectivement, il y a une procédure de régularisation qui est ouverte là en ce moment. Elle est ouverte jusqu'à mai 2025. Ah bah c'est une information qui peut être utile. Ouais. Et donc ça c'est très bien pour toute personne souhaitant régulariser on va dire la mise à jour. bâtiment. Oui. Fait une sorte de mise à jour urbanistique. Et donc c'est Ahmed, la régularisation, elle est égale à un permis d'habiter. Quand vous allez régulariser votre bâtiment, votre construction, là vous aurez un permis d'habiter. C'est le même document. Oui. Mais qu'est-ce que ça change dans les faits? C'est au niveau quand je souhaite vendre ou revendre potentiellement ce bien-là, si j'ai ce permis d'habiter, ce sera quelque chose de déterminant. C'est ça l'intérêt? Mais bien sûr, Alors, ça facilite beaucoup de choses. Cette régularisation, elle a un autre impact. C'est-à-dire que si il y a eu un rajout, par exemple, d'une chambre, ou je dirais même d'un étage, vous allez pouvoir entrer ça mettre la mise à jour du titre foncier. Et c'est-à-dire que le jour où vous voudrez vendre, vous allez vendre un bien qui correspond à la fois physiquement à ce qu'il est et ce qu'il est sur le titre foncier. C'est-à-dire des constructions qui vont être ajoutées maintenant qui sont autorisées, elles vont figurer. Donc ça va valoriser votre bien. Ça va valoriser votre bien. Bien sûr. Ah, ça, Dans ce point-là, excusez-moi, donc on est bien tranquille parce qu'on a déjà effectué la mise à jour auparavant. Donc tout est réglé. Oui, très bien. Donc il n'y a aucun souci de ce point de vue. Mais l'intervention est utile par rapport à ceux qui n'ont pas procédé à cela. Et puisqu'il y a une fenêtre de tir entre guillemets... C'est une fenêtre qui s'ouvre, je dirais pas régulièrement, mais les autorités ont compris que ce qui était déjà là, on ne pouvait pas tout démolir. Et que ce qui ne présente pas, il faut le dire, de risque et de danger pour la communauté, autant l'autoriser, et puis c'est tout. Bon, donc oui, on est devant parfois le fait accompli. Oui, très souvent. Oui. Oui, et tout ce qui est fait ne constitue pas nécessairement un danger. Alors, oui, c'est Ahmed. Donc le permis d'habiter est acquis d'office. Exactement. Si vous avez régularisé votre bien. Si vous avez régularisé les constructions et que c'est autorisé. C'est, je crois, une information utile. Je vous remercie en ce sens pour cette intervention. On va rester encore à l'antenne à peu près 40 minutes, puisque nous terminons notre émission un peu plus tôt que d'habitude, durant tout le mois de Ramadan, et nous resterons joignables au 05 22 95 36 70 ou 80. Amine Melnissi, quand on discute avec des promoteurs, des notaires, des architectes, en tout cas des professionnels, et ceux qui parfois investissent alors qu'ils ont une activité principale, je le disais, la question de l'opportunité financière ou l'opportunité du coût, est-ce que toute chose égale par ailleurs, pour un bien qui aurait les mêmes standards, des mêmes finitions, si je m'y prends moi-même, si j'investis du temps, si je souhaite personnaliser et ainsi de suite, est-ce que ça va me coûter plus cher? Et si ça me coûte plus cher, c'est effectivement une économie de combien, entre guillemets? Alors, c'est en bien pourcentage, En fait, on ne peut pas vraiment dire, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas monnayables, c'est-à-dire quantifiables sur le plan argent. Oui. Mais par contre, quand on discute avec des gens qui sont intéressés par un projet d'autoconstruction, le premier élément, c'est vous dire, je veux savoir comment est construit. Je veux être sûr de la qualité. Je ne veux pas avoir de problème. Je veux maîtriser. Tout. Je veux avoir l'entreprise de plomberie. Je veux la choisir. Je veux travailler avec mon électricien. Je ne veux pas avoir de problème d'étanchéité plus tard, etc. D'abord la qualité. Après, bien sûr, le facteur
coût argent est important. Les gens se disent, bon, pourquoi passer par quelqu'un, un intermédiaire qui va acheter, qui va me revendre, qui va gagner? Moi, je préfère aller moi-même acheter. Bon, alors acheter soi-même quand on n'est pas un professionnel, on peut faire des bêtises. Il faut acheter quand on est accompagné d'un professionnel, notamment un architecte qui vous dit... Aussi, le coût de l'investissement est considérable. Si on se trompe, par exemple, sur la taille au niveau plomberie de la tuyauterie, c'est une perte. Et ça va rajouter au coût. Donc, il y a des erreurs à ne pas commettre. C'est pour ça qu'il faut s'approcher des professionnels, des experts, des hommes de l'art, et qui, eux, peuvent orienter. Donc, en fait, construire soi-même, c'est pas faire tout ce qu'on veut, c'est choisir. D'accord? C'est très important, c'est avoir cette liberté qu'on n'a pas lorsqu'on achète quelque chose qui est déjà prêt à habiter. Alors, quand on choisit, on ne le fait pas à 100% soi-même, on le fait accompagné de professionnels. Oui, et ça me permet de dire que le coût de cette expertise, quand on a recours à l'association de défense du droit du consommateur, ils mettent à disposition des experts. Oui. Et ce coût-là, il avoisine 2000 dirhams par rapport effectivement à un bien que je vais acheter peut-être à 1 million de dirhams, et il va donner un rapport détaillé sur la qualité des produits qui sont utilisés, par exemple. Et je me souviens d'une émission, je n'étais pas connaisseur, et beaucoup de personnes qui sont dans cette situation, dans le, disons, les démarches d'acheter effectivement un bien immobilier n'ont pas nécessairement une idée ni du coût de l'expertise, ni effectivement de la qualité du document qu'on peut rendre. Et je me souviens d'une émission durant durant l'été effectivement, où la personne est venue munie d'un dossier qui notait chaque élément effectivement de l'appartement qui était visité par l'expert, et c'était extrêmement intéressant. Cela dit, quand je le dis, on se lance dans ces démarches de construire pour soi-même, parfois, pour vous le dire très simplement, certains experts avec lesquels quelquefois on discute en antenne, ils ont acheté des biens finis, et ils ont quelquefois construit leurs propres biens. Et la question financière, en ayant acheté un terrain et construit, on dit simplement que ça coûtait moins cher que de construire soi-même. Mais c'est du temps et de l'investissement. C'est de la négociation, c'est de la disponibilité. Tout le monde n'a pas ce luxe-là, ni cette envie-là, ni cette disponibilité d'esprit, entre guillemets. Alors, il y a beaucoup de contraintes qui peuvent changer le choix qu'on va prendre sur construire ou pas. Par exemple, déjà le temps. Pour construire un projet, généralement, il prend 12 mois. 12 mois, donc pas tout le monde aurait 12 mois pour construire un projet. Et aussi l'emplacement. Par exemple, j'ai envie d'acheter un bien centre de Maïf, par exemple, et il n'y a plus de terrain pour construire. Donc forcément, je vais acheter un appartement qui est fini. Donc en fait, ça dépend des critères qu'on a aussi. Mais construire ou acheter fini, encore une fois, ça dépend de l'emplacement. Qu'est-ce que vous voulez construire? Combien de mètres carrés, quels sont vos besoins surtout. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps consulter les professionnels dans le domaine. Ben Slimane connaît un engouement particulier. C'est très rapidement. C'est un projet qui est multiforme, multidimensionnel. Parce que vous avez ceux qui vont construire, par exemple, un R+2. Ils vont se dire, je prends un étage pour moi, un deuxième pour mes enfants. Oui. Ensuite, en rez-de-chaussée, si j'ai... À tout hasard. En rez-de-chaussée, si j'ai des magasins, je peux en faire un projet. Donc, en fait, à chaque personne, il y a un besoin. Il faut le définir. Il faut être aidé dans la définition du besoin. Parce que des fois, comme j'ai dit au début, on a des attentes démesurées et qui ne collent pas à la réalité. Soit en termes de coûts, en termes administratifs. Et donc, il faut y aller doucement. Et ce qui va aider à... Parce que les intervenants dans l'acte de bâtir sont nombreux. Et il n'y a pas que l'architecte. Il y a énormément d'intervenants, sont des experts qui ont fait des études longues, etc., compliquées. Et chacun a un périmètre. Et chacun doit pouvoir... apporter sa pierre à l'édifice, si je peux me permettre. Je voulais la placer depuis le début, je le fais maintenant. Non, c'est ça qu'on reconnaît un professionnel. Oui, parce qu'un animateur, effectivement, qui traite de ces questions-là, les expressions lui viennent immédiatement. Alors, pour ne pas donner 2 minutes d'antenne à Si Ahmed, parce que nous avons des rendez-vous d'information et des rendez-vous musicaux également. Alors, les exigences sont également nombreuses par rapport
aux auditeurs qui nous écoutent. Alors, pour ne pas donner peu de temps, alors on va écouter si Ahmed après le flash d'information qui nous sera présenté à l'instant même par Mourad Daba qui va nous rejoindre sur le plateau d'Atlantique et il nous restera encore une trentaine de minutes à traiter de ces questions relatives à l'autoconstruction, les différentes façons de procéder. Et puis, il y a également, je le disais, des besoins différents. On construit en ville différemment de ce qu'on peut construire en milieu agricole, parce que les contraintes réglementaires sont tout simplement tout autres. Alors, on va se donner rendez-vous dans quelques minutes, et en effet, j'enjoins également ceux qui nous écoutent à nous contacter si vous avez des avis ou des questions au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique.
Sur le plateau, on va céder immédiatement la parole à ceux qui la réclament et qui nous contactent au standard. Alors ce matin, nous sommes avec Amine Molnissi, qui est animateur des pros de l'IMO et qui est auteur du guide Réponse IMO. Nous sommes avec Yessine Chaib, qui est architecte et effectivement, dont le regard nous intéresse spécifiquement. Lorsqu'on s'engage dans l'autoconstruction, effectivement, il y a des questions de coût, de faisabilité, de plans, de besoins spécifiques et qu'il s'agit de renseigner, de discuter parfois dans ce cadre-là. Et on est avec Si Ahmed qui nous a contacté de Rabat et qu'on va écouter à l'instant même. Si vous êtes avec nous, Si Ahmed, bonjour à vous. Alors, on va essayer de rétablir la communication avec l'auditeur dans quelques instants, et ce qui me permettra peut-être d'aborder cette question financière plus en détail. Yessine Chaib, je le disais, ce que j'entends bien, c'est qu'il y a beaucoup de critères qui peuvent faire en sorte que l'estimation varie entre le prix d'un produit fini et le prix d'un produit que j'essaie de maîtriser de bout en bout. Parce que quand on achète un terrain, quand on construit, c'est beaucoup de décisions qu'on prend et beaucoup de temps qu'on investit. Et de ce point de vue, ce que j'entends effectivement, c'est que cette variation de prix entre le produit fini et le produit auto que je vais mener moi-même avec les professionnels du secteur, effectivement, ça va faire en sorte que il y aura potentiellement des économies intéressantes ou moins intéressantes. Et de ce point de vue, c'est peut-être le critère le plus essentiel. Il y a la communication avec Si Ahmed qui s'est rétablie. Alors on va d'abord l'écouter parce qu'il patientait depuis quelques minutes avec nous à l'antenne. Bonjour à vous, Si Ahmed. Oui, bonjour. Ramadan Mubarak. À vous aussi. Je vous remercie donc vous et les invités. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des normes en matière d'électricité bâtiment et d'eau potable dans les installations, dans les appartements précisément? Donc est-ce que vous auriez par hasard ou à tout hasard constaté des défaillances? Voilà, je vais vous dire pourquoi je pose cette question. Oui, parce que j'ai acheté un appartement de standing. Il y a des détails qu'on ne voit pas au début, surtout par exemple l'installation électrique, l'installation d'eau potable. Donc une fois dedans, j'ai trouvé qu'il y a un tableau. Déjà le tableau électrique, c'est un tableau qui n'est pas digne de haut standing. Puis je trouve qu'il y a un disjoncteur qui peut commander 3 ou 4 appareils dans la cuisine. Puis côté eau potable, j'ai un problème qu'il n'y a pas de distribution, c'est-à-dire un tableau de distribution, il n'y a qu'une vanne d'arrêt. Et on ne sait pas, donc... vous êtes un professionnel, parce que vous avez un degré de maîtrise de ces questions intéressantes. Je sais tout ça, donc je le connais, mais je n'ai pas vérifié. Bon, malheureusement, je n'ai pas vérifié avant. Pour ne rien vous cacher... C'est des choses, qui se font de façon correcte, etc., puisque c'est de haut standing. Oui. Il y a un auditeur qui nous avait contacté dans une émission consacrée à la copropriété pour nous dire qu'au 5e étage, à partir du 5e étage, c'était du haut standing, au sud du pays, il avait acheté un appartement. À partir de 19h, il n'y avait plus d'eau. Quand effectivement, il n'y avait plus d'eau tout simplement. Et de ce point de vue, il fallait installer un surpresseur. Et la question était de savoir si il devait l'installer, c'était à sa charge, est-ce qu'il devait demander au promoteur, au syndic. Et c'était ça, c'était une question pratique. Alors, sur les normes d'électricité et d'eau... Vaut mieux consulter... Oui. Pardon, c'était une question que j'ai posée. J'ai posé au promoteur, je lui ai dit, est-ce que tu as un surpresseur? Il m'a dit, tu connais? Oui, je dis, je connais. Parce qu'on est dans un bâtiment, il faut un surpresseur. Pour alimenter au cas de baisse de pression d'eau, il faut alimenter. Il a dit, il y a l'installation, mais le surpresseur, il sera à la charge du syndic. Voilà, vous avez posé les bonnes questions. Mais la question est de savoir si... après achat, quelle est la durée pendant laquelle on peut mettre le promoteur face à responsabilité s'il y a des défaillances manifestes? Et si ces exemples-là font partie de ces défaillances manifestes? Deuxième question, s'il vous plaît, avant de répondre. Est-ce que j'ai le droit de lui demander de me donner les plans électriques et d'eau potable? Bonjour, c'est Ahmed. Alors, pour réclamer, pour la réclamation pour tout ce qui est plan du bâtiment,
vous pouvez le faire, effectivement, parce que de toute façon, vous avez acheté dans cette copropriété. Sinon, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous devez avoir un expert, un ingénieur expert dans tout ce qui est électricité et plomberie, qui va vous établir une expertise, et du coup un PV, pour savoir d'où le problème, qu'est-ce qu'il faut faire, et si les éléments qui ont été mis en place, est-ce qu'ils sont adéquats ou pas. Donc, c'est la première chose à faire. D'accord, donc à partir de ce rapport, on va voir si ça correspond aux normes du haut standing. Et si ce n'est pas le cas, comment faire en sorte de rectifier le tir? Amine Melissi, je ne sais pas si... Oui, moi j'ai juste quelque chose à rajouter et qui est, je dirais, un conseil que je donnerais à toute personne qui aujourd'hui est dans un projet d'achat immobilier, donc de quelque chose qui est prêt à habiter, c'est qu'il existe aujourd'hui des expertises. Préalable. On le fait, tout ça, on le teste avant de réceptionner le bien, avant d'entrer, avant de prendre possession. Parce que s'il y a des choses à rectifier, on les rectifie avant. Toutes les anomalies qu'a mentionné monsieur, sur le plan électrique, tout ça, on peut faire un stress test à tout le bien, sur le plan eau, électricité, étanchéité, étanchéité sonore également, enfin tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu et à l'œil du profane surtout, et dresser un PV, encore une fois, et rectifier ce qui est rectifié avant. Alors monsieur, bien sûr, il dit qu'il a acheté un bien au standing et que pour lui, c'était déjà une forme de garantie qu'il allait avoir tout. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Et pour éviter ce genre de mauvaise surprise, ça ne coûte pas, ça coûte très peu, ça coûte rien par rapport à un bien au standing aujourd'hui. Et on revient à ce qu'on disait. 2000 dirhams, moi j'ai vu un rapport de 70 pages en détail sur la qualité des matériaux pour la porte, de toutes ces problématiques qu'on vient de dire. Alors aujourd'hui à Casablanca, vous faites un rapport d'expertise pour 2000 ou 3000 ou même 5000 dirhams. Mais je vous ai dit. À côté d'un studio, ça coûte 1 million de dirhams aujourd'hui en standing. Dire les gens devraient ne pas réfléchir et le faire quasi automatiquement avant. Mais on le sait que pas ça soit du haut. Les gens, on est là pour ça, on informe. Et que les gens se disent, avant d'habiter, même si je vois que tout est beau, tout est bien, une fois que je vais l'utiliser, je ne sais pas ce que je peux découvrir. Donc il vaut mieux le faire avant. Et on va passer l'eau dans les canalisations et on va tester toute l'installation électrique. On va la pousser à bout pour voir où est-ce qu'il y a des problèmes pour éviter et tout ça. Les problèmes à la réception. Voilà, c'est ça ce que je voulais rajouter. Mais ce que j'entends, Amine Melissi, c'est que pendant la période de 2 ans après l'achat, il est possible de solliciter les tribunaux par rapport aux défaillances. Mais la question est de savoir si, on s'attendait à une certaine qualité, on a un produit délivré qui ne correspond manifestement pas à ses attentes. Mais est-ce que il y a matière à contestation? Parce que si le promoteur essaie de fermer les yeux sur... Non, il y a des choses qui ne sont pas... On peut même si il veut fermer les yeux et on va les ouvrir de force parce que c'est vrai qu'un bâtiment travaille, il y a un travail naturel, il y a les enduits et tout ça, c'est des choses qui travaillent, la menuiserie également. Maintenant, il y a le naturel et il y a les fautes professionnelles, les problèmes de qualité au niveau de la construction, au niveau des finitions. Il faut les assumer. C'est-à-dire que quelqu'un achète un bien à un prix donné, il ne veut pas, une fois qu'il a habité, se mettre à déconstruire, à reconstruire, à faire des travaux qui vont en plus impacter son prix, son coût d'acquisition. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il y a une marge de tolérance, il y a une marge, je veux dire, dans la nature même des dégâts ou des problèmes constatés, il y a des choses qui effectivement ne sont pas à la charge toujours du promoteur. Mais il y en a qui sont flagrantes et là, il faut faire appel. Là, c'est le cas. Vous avez des promoteurs qui ne tergiversent pas, il ne faut pas maintenant leur jeter la pierre. Il y en a qui, une fois que vous les avez informés, dûment informés, ils vont se dire, bon, vous savez, parce qu'il y a aussi la retenue de garantie, etc., sur laquelle eux aussi, ils peuvent se retourner. Donc, ils font appel à des professionnels également. Et ils sont couverts vis-à-vis des constructeurs qu'ils engagent également. Va réparer, va arranger. Pendant ces 2 ans. Mais si Ahmed, ça fait combien de temps que vous avez acheté? Assez récemment, donc 3 mois. Hein. Bon, écoutez, vous êtes dans les délais. Vous pouvez dès maintenant informer d'abord le promoteur. Faites-le par écrit, pas uniquement au téléphone, parce qu'il faut toujours laisser des traces, parce que le téléphone, c'est bien, mais il faut toujours procéder avec des écrits.
et vous D'accord. donnez un délai. Et si jamais on ne répond pas, vous redonnez un deuxième délai. Et puis, on y va progressivement jusqu'au adresser un PV par un expert assermenté. Et là, on sort l'artillerie lourde. Ah oui. Donc, Et étape. pour remettre Mhm. à l'image, donc, par exemple, la machine à laver, quand je vais l'installer, j'ai découvert que la largeur donc n'est pas standard. Donc, elle est inférieure à 60 cm. Ah, mais c'est. Mais je vais vous dire une chose, Si Ahmed. Un promoteur immobilier professionnel qui construit, qui a l'habitude de construire, n'a pas intérêt à ce que ce genre de problème fasse tâche. Parce que d'abord, il a d'autres projets à venir. Et si ça se trouve, même dans le projet que vous avez acheté, il y a encore d'autres unités à vendre. Et vous savez, vous pouvez faire de la mauvaise publicité. C'est quelque chose. C'est le cas. Voilà. Ça va lui nuire. Donc, il a intérêt. Il n'a absolument rien à gagner. Il a tout à perdre en faisant l'autruche. Donc, il va réparer, il va arranger, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, nous sommes à l'ère d'Internet. Une publicité, c'est vite propagé. C'est Mauvaise très vite. publicité, c'est Le vite bouche à propagé, oreille, c'est quelquefois. ravageur. Donc, il a intérêt à ce qu'il y ait de bons retours, parce que lui, il s'inscrit dans la durée. Donc, ce genre de problèmes, je dirais qu'ils sont malheureusement courants, mais ils sont réparables. C'est quand on est de bonne foi et qu'on est un professionnel. Je ne parle pas de celui qui fait un projet et qui va disparaître, qui n'a plus l'intention d'être dans ce métier. Peut-être que lui, il sera tenté de ne pas donner suite à vos doléances. Mais je parle de la majorité. Ils n'ont pas intérêt. Parce qu'il y a d'autres choses qui viennent après. Effectivement. Bon, c'est vrai que c'est plus facile dans votre position, parce qu'il y a encore des unités à vendre. Et ça fait simplement 3 mois que vous avez acheté. Et parce qu'il y a aussi l'épée de Damoclès judiciaire, parce qu'il y a cette responsabilité pendant 1 ou 2 ans, pendant lesquels, s'il y a des défaillances évidentes, effectivement, on peut porter les affaires en justice. Donc, si j'entends bien, vous avez beaucoup d'arguments et la position n'est pas défavorable. Je vais vous dire, elle est même favorable pour Ahmed, parce que ce qui fait le plus mal, c'est la menace commerciale. Moi, j'ai vu des projets, je ne les citerai pas, où des copropriétaires étaient en litige avec le promoteur pour justement des problèmes de cette nature. Eh ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont accroché à leur balcon. Je vends mon appartement, mauvaise construction. Il y en avait une vingtaine de panneaux comme ça, et toute personne qui venait pour acheter les voyait. Passe en chemin. Donc tout de suite, ils ont trouvé une solution et ça a été réparé, tout le monde a enlevé et c'est rentré dans l'ordre. J'ai vu la même chose pour des places de parking en sous-sol. Voilà, parce que généralement, ils ne sont pas fonctionnels. Donc, ils ont mis la même plaque sur l'entrée parking sous-sol. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est très simple. Donc, ça va plus vite que le parcours judiciaire, ça va plus vite que tout. Surtout ça touche au porte-monnaie. C'est effectivement... Si Ahmed, j'entends que vous voulez rajouter un mot. Oui, parce que j'avais une discussion avec le promoteur. J'ai découvert il y a un branchement électrique fortuit, c'est-à-dire qu'il y a des câbles qui sont connectés par du scotch, etc. Je lui dis c'est pas professionnel et ce n'est pas sécuritaire même. Voilà. Et quand je lui parle comme ça, il lui dit non, on le fait comme ça, même dans ma maison, c'est comme ça. Mais je lui dis non, c'est pas normatif tout ça ce que tu es en train de faire. Tu es un promoteur, tu dois respecter les normes. Et dès que c'est comme ça que ça se fait, bon, je lui dis non. Finalement, ce cas-là, il l'a changé. Donc il l'a changé, il a privé les boîtes qu'il faut, puis il a remis l'installation aux normes. Surtout, on parle du haut standing quand même. Oui, oui, c'est ça. Mais ce qui me dérange, c'est que je viens de l'acquérir et je cours derrière lui pour ça, pour ces trucs-là. C'est effectivement le lot de ceux qui, quelquefois, achètent. Et c'est vrai que parfois, entre l'engouement, l'enthousiasme du début et la déception à la livraison, il y a parfois cet écart-là. Et il s'agit de savoir mener à bien ces négociations. Écoutez, hier, j'étais avec quelqu'un, pas plus tard qu'hier, qui a acheté dans un projet résidentiel de très haut standing. Les appartements, c'est en millions de dirhams. Et suite aux intempéries, tous les ascenseurs étaient en panne parce que
l'eau est rentrée, ça a été mal fait, mal exécuté, etc. Sans parler des problèmes électriques que ces gens vivent à l'intérieur de leurs biens parce qu'ils ont un tableau électrique qui n'est pas dimensionné aux besoins. Bref, c'est de l'amateurisme qui est enveloppé dans du professionnalisme, en réalité. Et on s'en rend compte qu'une fois qu'on est dans les murs. Alors, je répète encore, je le dis, Oui. il faut faire ça avant et pas après. Oui, si Ahmed, c'est un... Il s'y connaît. C'est Colombo de la construction. Il est très bon. Toutes les remarques qu'il a faites sont pertinentes. Mais il lui manquait une seule chose, c'était de les faire avant. Oui. Je vous ai dit, il y a effectivement des produits qu'on ne connaît pas ou des façons de faire qu'on ne connaît pas parce que bon, on a vu Chacun nos son parents, métier. mais on a vu nos parents acheter, bon, ils n'avaient pas nécessairement recours à des expertises et effectivement, ce sont des habitudes qui ne sont pas. Mais on ne sait pas non plus le prix de l'expertise. Je vous ai dit, j'ai vu un rapport de 60 pages qui donnait des appréciations, des notes par rapport à la qualité du détail d'un appartement. Voilà. Et donc quand on a ces éléments-là, effectivement, on peut acheter en étant plus serein. Bon, bien sûr. C'est aussi simple que ça. Mais on se dit peut-être que ça va coûter trop cher et on ne l'envisage pas sérieusement, on ne le fait pas par avance. Alors, ce qu'on enjambe assez régulièrement, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont intervenus et 2 intervenants qui vont par nécessité rester un peu sur leur faim, parce que on a fait des pas de côté par rapport à notre thématique. Ça nous donnera l'occasion de revenir à la charge dans de prochaines émissions. Alors, on va profiter de cet instant musique et on reprendra la fin de notre émission des experts ce matin consacrée à l'autoconstruction.
Radio. avec Badr Saoudi. Et il nous reste un peu moins de 4 minutes. Alors on va immédiatement donner la parole à Si Mohamed qui nous contacte ce matin de Rabat. Cher auditeur, bonjour à vous. Oui, bonjour. Ah, il y a de la bonhomie, de la joie. Alors on va essayer de faire au mieux pour réagir, peut-être pour apporter des éclairages sur vos questions. Si Mohamed. Bien, voilà, je pose une question et ce n'est pas une question, c'est plutôt un appel Oui. concernant l'autoconstruction au Maroc, surtout dans le domaine rural. Vous savez, le Maroc, on a toujours construit soi-même dans les campagnes. Or, quand on voit les constructions actuellement, ça ne correspond plus déjà à notre partie régionale. Il y a une uniformité des constructions et c'est moche. Ah. Quelle est la raison? Moi, je pense que c'est la procédure qui est mauvaise. Quand on demande à un paysan de présenter un plan, qu'est-ce qu'il va faire comme plan? Il ne va pas s'adresser à un architecte. Il va prendre un dessinateur, il doit lui faire 2 petits crobards, ou bien il prend un petit plan qu'il a pris dans une revue, n'importe quoi, et il va lui donner. Et c'est pour ça qu'on retrouve actuellement, dans nos campagnes, Du béton partout. toutes les mauvaises constructions, c'est qu'ils ressemblent plus à des petites constructions urbaines, avec des petits porte-à-faux, comme si on avait besoin de gagner du terrain. Et c'est la mocheté des constructions rurales. Ceci d'un côté. Et d'un autre côté, la dissémination des constructions. Il faudrait que dans le rural, on arrête de se propager comme ça dans tous les sens et concentrer un petit peu les constructions, de sorte à pouvoir créer des centres ruraux. Parce que quand on veut implanter une école, on ne sait plus où la planter. Parce que c'est disséminé sur des milliers d'hectares et on ne peut pas concevoir des équipements sociaux, écoles, dispensaires, etc., sur des milliers d'hectares. Oui. Il faudrait concentrer les gens dans des petites agglomérations rurales et puis qu'ils aient la possibilité de traiter leurs terres, de labourer à l'extérieur. Eh ben, c'est Mohamed, c'est une appréciation. Effectivement, quand on se promène ou quand on est en voiture, qu'on s'installe des fois, disons dans des régions agricoles, on peut faire ce constat-là. Vous aurez peut-être le mot de la fin. Alors, je donnerai peut-être. Vous savez, Oui. quand on voit les belles constructions de nos zones dans l'Atlas, où vous passez à côté d'un village, vous le voyez même pas. Tellement il est bien intégré Dans son élément. environnement. Bah oui, les constructions pisées. Je me souviens du débat, effectivement, après le séisme et les normes de construction et la façon qu'on a de les faire respecter. C'est effectivement tout un programme pour une autre émission des experts, Si Mohamed. En tout cas, je vous remercie pour cette intervention et je remercie également nos 2 invités présents sur le plateau ce matin. L'heure est aux actualités avec Karim Drounet qui est debout et qui est présent et qui va nous présenter effectivement le flash d'information en langue française. Et on se donnera rendez-vous demain pour d'autres thématiques des experts. Excellente écoute sur notre antenne. Les experts sur Atlantique Radio.